Investir en action chaque semaine pour faire le point sur l'actualité boursière et tenter d'en profiter. Mes experts autour de la table, on retrouve Éric Pinon, Acer Finance. Bonjour Éric. Bonjour Thomas. François Monnier, Investir. Bonjour François. Bonjour Thomas. Et Christian Ginolac, Gaspal Gestion. Bonjour Christian. Bonjour Thomas. On commence, vous en avez l'habitude, par un tour d'horizon de l'actualité. Alors, l'actualité est résumée par un seul mot qui est un peu la pierre angulaire des marchés en ce moment. Austérité, deux scénarios paradoxaux. Soit on fait des plans de rigueur, on met en place des plans d'austérité et du coup risque sur la croissance. Soit on ne les met pas en place et du coup risque sur les taux d'intérêt et donc par ricochet sur la croissance. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse ? Aujourd'hui, aujourd'hui on a une forte sanction qui vient sur la devise euro. On en parle. Il faut quand même rappeler un peu l'histoire. 99, on met en place un euro à 1,18. Avant que la Grèce, puisqu'on parle de la Grèce, rentre, c'est-à-dire fin 2000, on est à 0,80 contre dollar, bien sûr. Et le dollar perd la moitié de sa valeur, puisqu'on est monté jusqu'à 1,60 en avril 2008. Aujourd'hui, on voit le dollar qui remonte, puisque l'euro baisse, c'est comme ça que ça marche. Et donc, est-ce que la croissance partira pas aussi peut-être par des compétitivités devises ? C'est un point important. Mais ce qui inquiète, c'est la chute de la baisse de l'euro et donc de la remontée du dollar. Ce qui inquiète, c'est qu'effectivement, on croit que les gens ne sont plus solvables. C'est pour ça que l'euro baisse et que ce n'est plus une bonne nouvelle. La bonne contrepartie, qu'on ne voit pas tellement parce qu'on en parle assez peu, c'est que les taux d'intérêt des grands États de l'euro, à savoir l'Allemagne, la France, puisqu'ils sont encore ceux qui sont considérés comme les meilleurs, n'ont pas du tout évolué. C'est-à-dire que les taux sont toujours sur des niveaux très bas, puisqu'on est à moins de 2% sur le 5 ans, ce qui peut-être laisse entendre qu'il y a des gens qui croient, plus qu'on ne le supposerait, à notre monnaie, voire à notre système européen en général. Christian, est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter des derniers événements de la dette publique, la prise de conscience finalement que, au bout d'un moment, il va falloir payer cette dette et que des déficits de 8%, comme c'est le rythme actuel, en France, ne sont pas tenables? Vous rappelez que les critères de Maastricht, c'était 3% de déficit et 60% du PIB. Du PIB pour la dette. Alors, on est en marche, même en France, vers les 80-90%. On est à 8% de déficit, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je regardais les plans qui sont mis en place par notamment les Espagnols, ce que proposent les Françaises qu'ils ont proposé à la Commission européenne, c'est en gros, on est à peu près sur les mêmes rythmes, c'est de baisser le déficit de 2% par an dans les 3 prochaines années. 2%, c'est gros, c'est fort. Et pour y arriver, il faut maîtriser les dépenses de l'État et il faut aussi maintenir une certaine croissance qui augmente les recettes. Oui, parce que c'est ça tout le problème, et le dilemme. Comment est-ce qu'on résout le problème, la résorption de la dette, tout en continuant à alimenter la relance ? Parce qu'on est passé sans transition, François, des plans de relance au plan de rigueur presque. Exactement. Ce qui fait peur aujourd'hui à la bourse, c'est que les plans de rigueur tuent la reprise économique. Et je pense quand même que les investisseurs surestiment le danger d'un plan de rigueur. Un plan de rigueur, ça peut servir aussi à rétablir la confiance, montrer qu'aujourd'hui on dépensait trop, on dépensait plus que ce qu'on gagnait, et que si on arrive, même si on ne tient pas le rythme imposé par la Commission européenne ou l'Allemagne, la tendance devrait être bonne, c'est-à-dire qu'on réduit un peu nos dépenses. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans les années 90 au Canada, qui avait connu un grand plan de rigueur... Oui, qu'on cite toujours, moins 30% dans les dépenses publiques d'un toujours, coup. Et lorsqu'on regarde ce qu'a fait l'indice de Toronto s'est beaucoup mieux comporté que le CAC 40. Il avait un petit peu baissé la première année, en 94, et en 95... Appeler à la révolte des licenciements de fonctionnaires pour faire monter les profits boursiers. Tout le monde veut être dans la rue. C'est pas dit qu'on touche uniquement aux fonctionnaires. Ce qu'il faut, on ne connaît pas encore le détail exactement, mais il y aura un petit serrage de boulons un peu partout. En fait, vous, ce qui vous inquiète, c'est moins la rigueur que pas de rigueur ? De toute façon, s'il n'y a pas de rigueur, il y aura forcément une addition à payer, c'est ce que disait Christian. Absolument. Et donc là-dessus, il faut que cette rigueur, est-ce que cette rigueur aura les effets canadiens qu'on évoque ? Moi, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'on est tous habitués quand même à un monde dans lequel on est assisté, dans lequel on a pas mal d'avantages. Est-ce que ce n'est pas la partie privée qui va devenir effectivement une offre de service concurrentielle avec des tarifs qui peut-être seront plus intéressants ? On ne va pas rappeler des mauvais souvenirs, mais le jour où les bateaux entre la France, le continent et la Corse
était prévu être privatisé, on avait calculé que tout le monde gagnerait de l'argent. Bon, pour multiples raisons, ça ne s'est pas fait, vous vous souvenez de cette histoire, mais on sait bien que malgré tout, dans certains endroits, ça peut être une compétitivité intéressante qui relancerait plus la croissance que dit François, plus que l'inquiétude. Dans ce paysage, les résultats des sociétés sont bons, sont très bons. Est-ce que ça suffit Excellent. Excellent, merci Aux États-Unis, François. au premier Cherchez le trimestre. qualificatif. Est-ce que ça suffit comme rempart, Christian, justement à ces craintes plus macro? C'est deux choses qui sont un peu différentes, parce que si vous prenez la plupart de nos grandes entreprises, la France ne représente plus que peut-être 15-20% de l'activité. L'Europe, c'est peut-être 30%, 40%. Je veux dire, elles sont allées très loin. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'un État a des difficultés que les entreprises ont des difficultés. Oui, mais c'est pas ce que joue la bourse. Hein. La bourse ne joue pas les entreprises, du coup, parce que justement, les cours de bourse pourraient être décorrélés des problèmes des États. Aujourd'hui, quand il y a la panique, l'investisseur, tout de suite, ce qu'il regarde, c'est les données macroéconomiques. Après, le temps va être un peu plus calme, un peu plus clément. On va retourner un petit peu sur les fondamentaux. On va regarder l'évolution des bénéfices nets par action. Exact. On va voir que le CAC 40, ce qui est attendu, c'est une hausse de plus de 31%. Ce chiffre-là, en 2010, c'est tout à fait atteignable, puisque aux États-Unis, rien qu'au premier trimestre, les bénéfices se sont améliorés de 53%. Pour clore ce chapitre actualité, Eric, un mot sur le risque de déflation. Plusieurs signaux, peut-être une BCE qui se germanifie, on va dire ça comme ça, le pétrole qui baisse, les taux d'intérêt qui restent stables en Europe. Tout ça milite pour un scénario de déflationniste. Oui, qui serait cette fois-ci une mauvaise nouvelle, je crois, parce qu'avec ceux à qui on demande de l'effort dans le Sud, sans réemployer la fameuse expression des là, qui a été utilisé. Si on leur demande et de faire un effort et de refaire une déflation et avec des niveaux de rendement sur les emprunts émis qui est plus haut, là on va les asphyxier. Donc c'est un vrai problème pour le futur de se germaniser, je ne sais pas, ou se bundestanker, je ne sais pas comment on peut dire ça, au niveau de la BCE. Monsieur Trichet n'est que le porte-parole de la BCE. Le prochain sera un Allemand probablement. Attention à ne pas laisser les Allemands avoir accepté il y a 15 jours des choses qui pourraient reprendre de la main gauche ou de la main droite dans quelques mois. Donc c'est peut-être dangereux, mais a priori, c'est quand même la seule bonne nouvelle, c'est que l'euro existe, que les gens n'en sortiront pas. Par contre, comment allons-nous effectivement les laisser vivre, c'est bien le débat. Dans ce contexte, on va voir comment se comporte notre sélection. Alors, François, une sélection, comme on en a l'habitude, grâce à notre petit coussin de liquidité et nos choix pertinents, fait un peu moins mal que le marché. Fait beaucoup mieux. On fait 2 fois mieux que le marché. 2 fois moins mal. Moins 5% pour le marché, moins 2,5% pour nous. Exactement, moins 2,3% exactement. Et donc il y a une partie liquidité, on a 26% du portefeuille en liquidité, donc là ça freine la baisse. Et puis nous avons également des titres qui sont très bien comportés. 2 valeurs dollars, SES et Thales. SES a progressé légèrement de 0,1%. Et Thales a fait mieux puisqu'il a gagné 1,7%. Alors, on parle des arbitrages de la semaine dernière. Euler Hermès sorti au profit de Bureau Veritas et Capgemini sorti au profit de Sopra. Bonne pioche ou pas? Bonne pioche pour Sopra, puisque le titre est resté quasiment stable dans un marché en baisse. En revanche, Bureau Veritas a reculé de 3,5%. Très bien. Christian, je sais que vous souhaitez sortir Lafarge, qui commence à peser un peu. Il commence à peser, et puis on commence à avoir un petit peu des craintes sur le traitement par le gouvernement chinois de la surchauffe dans le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, on en est au stade où les Chinois veulent avoir chacun 2 logements, puisque c'est un moyen pour eux d'économiser pour leur retraite. D'économiser pour leur retraite, c'est pas ça. Alors, donc, tout ça est devenu très spéculatif, mais tout ça, ça demande du ciment. Et au Brésil, on a des signes que la Banque centrale veut aussi contraindre l'inflation. Ça, c'est les problèmes de riches, tous les émergents qui veulent ralentir finalement leur croissance. Les problèmes de riches, et Lafarge, c'est le cas typique de la société qui dépend beaucoup des pays émergents dans leur construction de base. Alors qu'on avait acheté Lafarge en se disant que justement, ça va profiter de cette reprise. Donc c'est déjà la fin de la récré pour des actions comme Lafarge. Et des plans de relance, je pense que ça c'est important. Et les plans de relance. Même si on ne fera plus d'immeubles en Espagne, parce qu'a priori il y en a quand même de trop, mais il y a quand même des zones encore sur la planète. Moi personnellement, je serais plutôt
encore à conserver Lafarge, partant du principe qu'il est d'abord leader sur son marché, ce qui est quand même un point très important, et que même si on croit qu'il peut y avoir une stagnation des croissances là dans les mois qui viennent, la relance en Amérique du Sud qu'on a évoquée ou effectivement en Asie pourrait être importante. Donc, alors, si on a ce débat, c'est pour savoir si on utilise notre cash ou si on le garde et si on fait plus de cash en vendant Lafarge ou pas. Et parce que François, vous aimez bien Eramet. J'aime bien Eramet, c'est une valeur un peu oubliée par les investisseurs. Lorsqu'on regarde le consensus FactSet, il n'y a aucun analyste qui est à l'achat. Donc il suffirait qu'il y en ait un ou deux qui redeviennent positifs pour inverser la tendance. Le titre. C'est aussi une valeur qui se comporte très bien comme le secteur des produits de base dans les phases de rebond. Depuis août, la bourse est entrée dans un canal 3005-4000. À chaque fois, le secteur des produits de base a progressé plus vite que le CAC 40 dans les phases de rebond et la hausse est 2 fois supérieure à celle de l'indice. Alors, donc, moralité, vous l'avez compris, est-ce qu'on utilise du cash? Est-ce qu'on empile de cash en vendant Lafarge? Est-ce qu'on vend Lafarge et on achète Eramet? Ou est-ce que finalement, on prend du cash de nos réserves pour acheter Eramet? Est-ce que c'est le moment d'acheter, en un mot? On a dit tout à l'heure qu'on était dans une période excellente pour les résultats des entreprises. Acheter au plus bas, c'est la science la plus difficile. Vendre au plus haut, ça, visiblement, on ne l'a pas fait. Donc, on aurait dû le faire plus. Donc reprendre 5% sur les 26 qu'on a, dans une anticipation de prise de conscience des résultats, moi, personnellement, je serais plutôt partisan de réduire cette poche de liquidité, peut-être un peu tôt, c'est ce que dit Christian. D'accord, et en conservant Lafarge, donc. Mais en conservant Lafarge. Mais pour acheter Eramet, donc vous rejoignez sur Eramet, Lafarge on vend ou on garde? Lafarge, on le met sous surveillance, on le conserve encore une semaine, on va voir ce qui va se passer et on utilise un petit peu notre liquidité. Comme vous l'avez rappelé, nous avons 26% du portefeuille en liquidité, donc on peut en utiliser un petit peu pour acheter de l'Eramet. Christian, vous êtes mis en minorité sur ce coup-là? Je trouve qu'on prend un petit peu, c'est clair qu'on prend un petit peu le risque parce qu'il y a tellement de discussions en ce moment à Bruxelles qui sont très importantes au ministre des Finances. Vous seriez plus prudent, garder plus de liquidité. Moi, j'attendrais un petit peu que la volatilité se calme, mais sur le principe, je suis d'accord que aujourd'hui, le pessimisme sur la bourse est très important, ce qui est un bon signe de valorisation. Bon, rendez-vous la semaine prochaine. En conclusion, on est déjà à moins 19 sur le CAC contre un portefeuille qui est à moins 7,5 depuis l'origine. Donc même si on se trompe un petit peu, et si Christian a raison, on pense quand même que d'ici 6 mois, on aura regagné. Qui a raison, qui a tort? Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. On en reparlera, c'est sûr. On finit par l'agenda. Un agenda donc avec dans l'ordre mercredi les minutes de la Fed, Eric. Oui, je crois qu'on va de nouveau avoir une analyse précise de l'intervention de la Fed. La grosse différence, encore une fois, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer au niveau de la BCE, c'est que la Fed, je rappelle, a pris beaucoup de dettes, donc dettes plutôt privées que publiques, puisque la BCE, elle, se charge de prendre des dettes publiques. On va voir probablement des bonnes nouvelles, des confirmations, je crois, de bonnes nouvelles au sens macro, qui confirmeront les chiffres qu'on a déjà vus, à savoir le chômage, à savoir tout ça, et une stratégie, par contre, de niveau de taux court qui restera bas, parce que ça, je crois que c'est la position que M. Obama souhaite défendre. François, le turiféraire d'Eramet est content. L'AG, jeudi. Exactement, donc ça pourrait justement mettre en valeur le titre si on la rentre mercredi, comme on va le rentrer mercredi matin à l'ouverture. Les gens qui ont un peu oublié cette valeur sera à nouveau sous les feux de projecteur. Sortir du trou de la mine. Christian, on finit avec le Conference Board vendredi. Oui, c'était un indicateur dit avancé parmi les plus importants. Ce serait intéressant de voir si on a la confirmation que l'indice de confiance des consommateurs reste élevé aux États-Unis, qui est un signe de poursuite de la croissance. Absolument. Merci à tous les trois pour ces avis éclairés. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir qui a eu raison d'acheter Eramet et de vendre Lafarge. À la semaine prochaine.